Bienvenue chez Malo, avec Jannick Anctil et ses invités. Bonjour à tous, bienvenue chez Malo pour ce 20e épisode. On a pris quelques semaines de relâche au cours de l'été, on a quand même produit des midi-livres, mais on est de retour en force, croyez-moi, et je pense que nos prochains sujets vont grandement vous intéresser. J'espère que vous avez passé un bel été. J'ai constaté que plusieurs se sont abonnés. Vous pouvez le faire si ce n'est pas déjà fait. Vous allez sur la chaîne YouTube de Bienvenue chez Malo. Vous pouvez adhérer. Vous allez avoir les nouveautés. Vous pouvez également écouter nos émissions en balado via Spotify et nous sommes sur la plateforme de Balado Québec. Nous sommes actuellement à la mi-août. Donc, ce sera la rentrée des classes très bientôt, au cégep, à l'université. Comment ça va se passer dans la période actuelle? On vit une situation qui n'est pas facile. Il a été beaucoup question de télétravail, mais également d'école à distance ou en classe. Qu'est-ce qu'on préfère? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui l'est moins? Qu'est-ce qui vous convient? J'ai eu le goût de recevoir aujourd'hui 2 personnes qui sont plongées directement dans l'action. Une enseignante au cégep et un étudiant qui fait sa rentrée universitaire d'ici quelques semaines. Alors, je les intègre immédiatement dans la discussion. Alors, tout d'abord, Jonathan Savard. Bonjour, Jonathan. Bonjour, Jannick. Oh mon Dieu, commandité par l'Université de Sherbrooke aujourd'hui. Alors, Jonathan, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, étudiant universitaire, qui fait son entrée cette année à l'Université de Montréal. En fait, tu as déjà commencé, mais là, tu effectues une rentrée en droit à l'Université de Montréal. C'est bien ça? Oui, une première rentrée d'automne en droit. Puis d'abord, je veux te remercier pour l'invitation. Je trouve ça super intéressant de voir du contenu local. J'ai écouté certains des épisodes précédents. Puis, il y a des belles histoires, des gens intéressants, puis surtout du contenu local. C'est vraiment intéressant. Bien, merci. On met en valeur ceux qui méritent de l'être aussi et qu'on voit peut-être moins dans les médias traditionnels parce qu'à un moment donné, on ne peut pas recevoir tout le monde. Mais moi, je suis très content et on va élaborer, on va discuter au cours de la prochaine heure. Alors, tu es le volet étudiant de l'émission. Tu connais le volet enseignante de l'émission. On va l'intégrer bientôt. Je pense qu'elle a un problème avec la caméra. C'est Hélène Dauphinet. Alors, oui, Hélène... bonjour, je suis là, mais effectivement, je ne sais pas pourquoi ma caméra ne semble pas fonctionner. La caméra ne fonctionne pas effectivement parce qu'on n'a pas le plaisir de vous voir. Attends. Mais ça, c'est un classique. S'il n'y avait pas de problème technique, ce ne serait pas une vraie émission sur le web, effectivement. Pendant que vous faites les ajustements, je vais commencer un peu avec Jonathan. L'an dernier, quand la période de confinement a été déclenchée, donc, pas l'an dernier, mais le printemps dernier, 13 mars, autour de ça, c'était quoi ta situation à ce moment-là? Bien, moi, à ce moment-là, j'étais étudiant à temps partiel à l'Université de Sherbrooke en administration et à temps plein en droit à l'Université de Montréal. Donc, à ce moment-là, j'ai pu voir vraiment les deux approches. On en reparlera qui étaient qui étaient quand même assez différentes dans les deux institutions. Et j'ai pu voir l'envers de la médaille aussi, comme je suis responsable de relations de travail d'un syndicat, je suis sur différents comités à l'université. J'ai aussi pu voir l'envers de la médaille, la planification de tout ça à l'Université de Sherbrooke. Donc, ça a été vraiment un hiver intéressant puis bien occupé surtout. Alors, Jonathan, d'abord, on va se tutoyer là, parce qu'on se connaît, on ne fera pas comme si on ne se connaissait pas. Tu es quelqu'un de très, très impliqué, effectivement. Moi, j'ai couvert l'actualité pendant des années, puis tu représentais les étudiants, tu étais de l'association étudiante à ce moment-là au Cégep de Sherbrooke. Exactement. Tu as travaillé là. Présentement, tu as mentionné que tu es vice-président aux relations de travail au syndicat des auxiliaires de recherche et d'enseignement de l'Université de Sherbrooke. Tu as conservé d'ailleurs tu as encore des cours à l'Université de Sherbrooke présentement.
Oui, exactement. Bien, je termine mon certificat en administration des affaires à raison d'un cours par semaine pour me garder, pour m'offrir cette possibilité-là de plus, puis pour garder un lien avec l'Université de Sherbrooke que j'aime beaucoup, puis avec ces fonctions-là que j'aime beaucoup, parce que notamment le syndicat, mais aussi je suis au conseil universitaire, au conseil des études, qui sont des instances de l'Université de Sherbrooke où j'y représente les étudiants. Puis c'est vraiment un engagement qui est différent de mon engagement à l'association étudiante au Cégep. J'ai un petit peu moins de temps maintenant, mais c'est quelque chose qui est différent, mais qui est tout autant intéressant. Donc, Parfait. Alors, on va y revenir. On accueille cette fois-là en son et en image Hélène Dauphinet. Bonjour Hélène. Bonjour à vous deux. Comment ça va? Ça va très bien. Merci. Eh oui, ce que j'ai appris quand je vous ai invité sur l'émission, c'est qu'un a déjà été l'élève de l'autre. Alors, Jonathan était ton élève, Hélène. Oui, l'inverse serait plus difficile à comprendre, effectivement. Oui, mais avec un jeune ambitieux comme ça, on ne sait jamais. Il grimpe les échelons à une vitesse folle. Tout à fait. Oui, vraiment. Hey, c'est magnifique décor chez vous. Ah oui, ben l'été est magnifique. Fait que le décor suit, hein? Bon, Hélène, je veux régler quelque chose tout de suite parce que les gens de Sherbrooke, on a des gens de partout qui écoutent l'émission, mais beaucoup en Estrie. Les gens de Sherbrooke t'ont connu publiquement parce que tu étais conseillère municipale du district Pain-Solitaire à Sherbrooke. Ça va faire, il y a 3 ans, dans quelques semaines, ça va faire 3 ans que tu annonçais que tu ne solliciterais pas un autre mandat comme conseillère à la ville. Tu évoquais des problèmes de santé. Moi, je peux confirmer que c'était des problèmes de santé sérieux. Je veux d'abord, je ne passerai pas l'émission là-dessus, mais je veux savoir comment tu vas. Comment va la santé? Je vais très bien. Donc, j'ai récupéré mon énergie, ma santé, dans le fond. Je suis redevenue en santé. Ça a été un bout difficile, mais donc, si je peux dire de quoi aux gens, il y a toutes sortes d'histoires de santé. Des fois, on voit ça pire que ça va être, là. Donc, oui, ça va bien, là, vraiment, là, c'est derrière moi. Ah bien, très content d'entendre ça. Puis on parlera à la fin de l'émission un peu de politique municipale parce que j'ai 2 adeptes. Je vais en profiter, je vais peut-être en abuser un peu. Je sais que vous avez des opinions, alors ce sera intéressant. Mais je voulais d'abord vous parler, je l'ai mentionné à Jonathan d'entrée de jeu, de la rentrée des classes. Parce que dans ton cas, Hélène, tu es, outre conseillère municipale, tu avais une vie avant ça qui était enseignante au Cégep de Sherbrooke. C'est encore le cas. Oui, puis je pense que, Jonathan, est-ce que je me trompe si tu as été mon étudiant pendant que j'étais aussi conseillère municipale? Oui, c'est ce qui est drôle parce qu'à ce moment-là, j'entrais au Cégep, donc je ne te connaissais pas encore comme conseillère municipale. Je t'ai connue vraiment comme enseignante, puis c'est par après que je t'ai connue plus comme conseillère municipale ou dans ton rôle public, pendant un petit peu le cours, mais surtout après. Donc oui, c'était quand j'étais en sciences humaines, peut-être en cours d'économie. Et c'était un cours d'économie que tu suivais avec Hélène? Oui, exactement. Oui. Donc, ce que je donne, puisque je suis économiste, je donne principalement des cours d'économie, mais aussi certains cours comme les méthodes de recherche, les méthodes quantitatives et le projet d'intégration à la fin du DEC, là, une épreuve qu'il y a dans tous les programmes. Bon, alors, je sais que pour toi, c'est la rentrée cette semaine, mais les étudiants, ce sera la semaine prochaine. Oui. Je veux que tu me racontes comment ça se passe actuellement. Bien là, vous allez entrer probablement demain ou quelque chose comme ça? Oui. Demain matin, donc, on retourne au travail officiellement. Je te dirais qu'il y a beaucoup de profs qu'on s'est remis au travail depuis quelques jours déjà. Par contre, on n'a pas toutes les consignes qui nous sont données. On nous dit il va y avoir, ça va être une forme hybride. Donc, on va donner des cours en classe avec des demi-groupes, mais on va aussi devoir enseigner à distance. C'est bien entendu que moi, quand je suis dans une classe avec un demi-groupe, puis que la fois d'après, je suis en classe avec l'autre demi-groupe, le reste de la classe, il faut qu'il y ait quelque chose à faire cette semaine-là. Donc, il va y avoir portion à distance, portion en classe, mais on connaît pas trop, là, c'est quoi le minimum? Est-ce que quelqu'un peut juste faire une fois en classe pour saluer les étudiants, puis c'est suffisant, ou bien on doit les voir au moins 5 ou 6 fois durant la session. C'est difficile, puis je ne sais pas, Jonathan, si tu pourrais me dire, mais
pour les étudiants, il me semble que la question de l'équité, c'est toujours important. Et là, avec des... C'est très drôle, ça, parce que j'écoutais ce matin Pierre-Yves McSween, qui est un comptable, et là, il parlait des frais de scolarité. Il disait, tu sais, les étudiants, dans leurs frais de scolarité, ils paient l'utilisation des gymnases, des corridors, de la cafétéria. Alors, s'ils sont privés de ça, quelle sera un peu la réaction? Mais Jonathan, tu fais ta rentrée universitaire dans 2 universités, l'Université de Montréal et celle de Sherbrooke. Comment ça se passe aux deux? Je te dirais que, Yannick, que c'est des deux approches qui sont complètement différentes. À l'Université de Sherbrooke, on avait commencé à préparer la rentrée d'automne en mode présentiel il y a assez longtemps, je pense, dès le début de la pandémie. Le mode présentiel était déjà envisagé fortement pour l'automne 2020. Pour l'automne 2020, okay. Exactement. Puis, à l'Université de Sherbrooke, la très grande majorité des cours vont se donner en présentiel. Puis moi, ce que je trouve formidable, c'est que ça permet de déployer toutes sortes de solutions qui auraient peut-être pris 10, 20 ans à se déployer sans la pandémie. Par exemple, des cours à l'extérieur, des cours dans des chapiteaux, sur des tables à pique-nique, toutes sortes de solutions comme ça. Ou encore, par exemple, des cours qui durent 2 heures par semaine avec l'autre heure qui se ferait à distance, des cours qui peuvent être suivis à la fois à distance ou à la fois en présence selon le choix de l'étudiante ou de l'étudiant. C'est vraiment toutes sortes de moyens qui sont mis à profit pour avoir un maximum de présentiel. Là, tu me parles de l'Université de Sherbrooke où tu n'as que quelques cours, mais toi, ton temps plein est à l'Université de Montréal. Exactement. Puis, même si c'est très différent, c'est peut-être moins agréable, je dois dire que je suis quand même satisfait vu que j'habite principalement à Sherbrooke. Tu n'auras pas à voyager. Exactement. Mais donc, à l'Université de Montréal, la très grande majorité des cours seront à distance. Puis, à la faculté où je suis, tous les cours, en fait, seront à distance, sauf 1 ou 2 exceptions. Il y a vraiment des universités qui ont fait un peu leur marque de commerce aussi, je pense, d'offrir plus de cours à distance pour les étudiants qui souhaitent. Mais, OK, alors ça, c'est bon. Montréal, on a l'impression qu'il y a un ruban jaune autour de la ville actuellement. Oui. Là, vraiment, puis on a la description d'un centre-ville qui n'est pas très occupé, très difficile pour les commerçants actuellement. Les gens désertent la ville pour aller dans les régions touristiques comme la Gaspésie, Charlevoix qui débordent. Pour la rentrée, les universités, effectivement, à Montréal, parce que j'avais 2 étudiants de Concordia qui me disaient, nous autres, il n'est pas question, l'université nous a dit qu'il n'y aurait pas de cours en classe. Effectivement. Sherbrooke, on a une autre approche actuellement, ce qui n'est pas mauvais. Tu parlais à des collègues de classe. Comment vous voyez ça, la formation en classe versus celle à distance? Bien, je pense que c'est quand même différent, puis ça répond à des besoins qui sont différents aussi. Moi, mon but, puis je pense le but de beaucoup d'autres étudiants, c'est qu'il y ait le plus de gens possible qui persévèrent dans leur formation académique, postsecondaire. Et il y a des gens pour qui ça ne peut se faire qu'à distance. Donc, il y a des gens qui sont évidemment très satisfaits de cette situation-là. Pour beaucoup aussi, ça peut être, c'est beaucoup plus difficile, les cours à distance avec la solitude. Déjà qu'on a de la difficulté, contacter l'enseignant seulement par courriel, ça peut être assez difficile. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui apprécient beaucoup le présentiel et pour qui c'est important. Oui, bien, effectivement. Mes 2 étudiants de Concordia me disaient ça a été l'enfer, la fin de session à distance, pas capable de s'habituer à ça, très difficile de se discipliner. Là, je parle des gars aussi. Entre autres. Et là, je te vois hocher de la tête. Oui. Toi, comment tu vois ça? Bien, c'est certain que moi, comme prof, si on n'est pas en classe, on me prive de ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est d'être en classe. J'aime préparer mes cours puis être en classe. Quand on me prive de cette relation-là, c'est comme si on enlève la couleur au film, d'un film en noir et blanc au lieu d'avoir un film en couleur. Ah. Puis souvent, quand on étudie, c'est sûr que les profs de cégep, on n'est pas automatiquement formés en pédagogie très longtemps, mais dès qu'on fait un peu de formation là-dedans, on voit que le lien prof-étudiant, c'est important pour la réussite. Parce que des fois, l'enseignant, il va être là puis il va créer comme... comment je pourrais dire ça? Un lien positif par rapport à la matière ou une perception positive, puis ça va aider la transmission des connaissances. C'est certain aussi que quand on est en classe, on peut
expliquer plus, donner plus d'expérience pratique. À un moment donné, quand tu fais des choses en ligne, premièrement, tu ne vas pas mettre un cours de 3 heures en ligne. Tu sais, souvent, on va nous dire 3 heures en ligne, c'est trop long. Vous devriez faire 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Donc, il y a moins de détails, ça va moins en profondeur, tu peux moins peut-être colorer, personnaliser ton enseignement. Puis le lien qui n'est pas là ou plus difficile à créer à distance, bien, ça peut avoir un impact négatif sur la réussite des étudiants. Puis tout à l'heure, tu disais la paresse. Moi, j'appelle ça la procrastination. Ouais. Tu sais, toujours remettre à plus tard. Quand on est parti là, en mars, puis que tout se faisait à distance, moi, j'envoyais mes cours là, comme dans l'univers. Là, j'avais quelques petites étoiles des fois là, qui me contactaient, là, des étudiants. Là, ça me revenait un petit peu un signal. Mais il y en a beaucoup là, qui attendaient. Moi, je le voyais parce qu'avec nos outils, on voit si les étudiants ouvrent les documents. On voit combien de temps ils consultent les documents. Fait que, il y en a qui ont procrastiné, puis je les comprends. On est tous pareils. Beaucoup d'adultes, beaucoup de jeunes. Ouais. On repousse le plus tard possible. En fait, les premières semaines là, où le Québec était sur pause, on a l'impression qu'on vivait une situation qui était tellement particulière que beaucoup de gens ont complètement arrêté leurs activités régulières. Mais après ça, on est censé reprendre. Tu parlais de cette espèce de lien en classe. Je pense que tu dois être du genre à aimer te faire poser des questions, mais à aimer échanger avec les étudiants. Oui, puis je sais pas, peut-être, Jonathan, si tu peux confirmer, mais je pose beaucoup de questions aussi parce que des fois, moi, je remarque, puis je suis toujours surprise après autant d'années de voir qu'il y a quand même des jeunes qui sont un peu timides dans les classes. Beaucoup de jeunes n'osent pas nécessairement s'exprimer devant la classe. Mais non. Je trouve ça dommage parce que moi, je dis toujours, on est là pour apprendre, tu sais, puis les réponses, quand quelqu'un donne une mauvaise réponse, souvent, c'est un indicateur de quelque chose que tu vas dire, ah oui, bien, je comprends pourquoi tu arrives avec cette réponse-là, parce que tu penses plus, toi, je ne sais pas, selon cet aspect-là du problème, c'est pas ça, tu sais, qu'on regarde en ce moment. En tout cas, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de mauvaise réponse, puis on fait toujours attention, je pense, les enseignants, d'être respectueux envers un jeune qui participe. Tu sais, moi j'aime que les gens essaient, testent des réponses, tu sais. Jonathan, quel genre d'étudiant t'es? En fait, je le sais parce que tu as suivi le cours avec moi, mais qui est une formation totalement différente. Mais tu es un gars qui aime participer, tu es un gars qui est quand même proactif, mais j'ai l'impression qu'en même temps, tu dois quand même te discipliner considérablement avec une formation à distance. Oui, exactement. Puis je te dirais que mon style d'étudiant a changé énormément depuis que je suis à l'université. Parce qu'au cégep, j'arrivais au cégep, il y avait toutes sortes de stimulations, d'implications. J'étais président de l'association étudiante, j'étais partout au cégep. Puis, je portais peut-être un petit peu moins attention aux études. Puis, il y avait peut-être un peu moins d'intérêt aussi, je te dirais, parce que, par exemple, à l'association étudiante, je faisais déjà des choses qui étaient complètement dans la pratique. Puis après, je devais aller apprendre peut-être des choses plus théoriques ou moins pratiques, alors que, par exemple, j'avais des enjeux urgents réglés à l'association étudiante ou des choses comme ça. Fait que j'étais un peu moins un étudiant modèle au cégep, je pourrais dire, mais depuis que je suis à l'université en droit, je suis vraiment très, très studieux. C'est pour ça qu'on me voit moins même dans la sphère publique et tout, parce que je suis très mais en même temps, ça ne te manque pas ce côté-là. Je comprends là, que c'est très ardu, cours en droit, puis beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de théories également, mais ce côté-là social que tu allais chercher énormément avec l'association étudiante, on t'entendait dans les médias, tu avais vraiment le parascolaire très développé. Ce côté-là ne te manque pas et je dois dire que tu es vice-président, on l'a mentionné d'entrée de jeu actuellement, aux relations de travail au syndicat des auxiliaires de recherche et d'enseignement de l'Université de Sherbrooke. Donc, tu continues de t'impliquer quand même. Oui, quand même, mais j'ai un travail, notamment au syndicat, qui est beaucoup plus solitaire, beaucoup plus en télétravail, justement. Donc, oui, c'est certain que c'est quelque chose qui me manque d'être autant sur le terrain, d'être autant dans l'implication. Mais ça va revenir, notamment dans le cadre de mes études. Quand je vais être en deuxième, en troisième année, je peux faire des concours de plaidoirie, des stages, des emplois d'été en droit, toutes sortes de choses qui vont redevenir stimulantes une fois que les études vont être plus théoriques, vont être passées. OK. Tu
tantôt, Hélène parlait justement des étudiants qui peuvent être gênés en classe ou des choses comme ça. Mais c'était justement ce que je voulais dire, comme quoi on est là aussi pour développer des savoir-être. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment se faire en présentiel. Parce qu'un de mes cours en droit, par exemple, c'était des enregistrements audio. Dès le jour 1 de la session, les enregistrements audio de toute la session étaient disponibles. Puis la majorité des étudiants n'ont jamais communiqué via les forums ou des choses comme ça. Ça devient... on développe moins les savoir-être quand on est à distance. Je suis parfaitement d'accord avec Hélène là-dessus. Définitivement. Je veux vous interpeller sur une chose, parce que vous côtoyez tous les deux des enseignants ou des chargés de cours, qui sont des enseignants aussi, mais dans chaque crise, dans chaque situation, il y a des perdants et des gagnants. Présentement, les gagnants, ça ne serait pas, puis je ne veux pas entendre de nom, là, mais ce ne serait pas les profs qui sont bien contents de rester chez eux, de donner le cours à distance, de ne pas avoir à interagir tant que ça avec des étudiants. On en connaît, je donne des conférences dans les universités, puis il y a toujours des étudiants qui viennent me voir en me disant « Tu ne pourras pas donner ta carte d'affaires à un de mes profs qui est vraiment pourri pour enseigner et qui ne veut pas tant que ça interagir avec les autres étudiants. » Alors, il y a quand même des gagnants dans cette situation-là. Oui, possiblement, puis peut-être plus aussi dans le monde universitaire, parce que dans le monde universitaire, on a des chargés de cours qui ont un travail, qui ont un autre travail, par exemple, puis qui enseignent 1-2 cours par session. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas se le cacher, c'est beaucoup moins de travail quand les capsules audio sont enregistrées une fois, sont déposées au début de la session, puis il reste qu'à répondre aux questions de certains étudiants qui osent en poser. Puis, la paye est la même, hein, par exemple. Ben oui, exactement. Je voulais juste être sûr. Hélène, moi, je vais donner de l'autre côté, l'envers de la médaille. Ouais. Personnellement, je n'ai pas trouvé ça moins d'ouvrages enseignés à distance qu'enseignés en présence, parce que je suis formée, moi, je suis habituée d'enseigner dans la classe avec des outils bien spécifiques. Si je veux enseigner à distance, puis offrir une expérience quand même respectable, mais là, il y a plein de nouvelles choses que moi, là, je ne connais pas puis je ne suis pas formée pour faire, là. Fait que ça, c'est plus compliqué. Fait que ça demande plus de temps. Puis, on a eu beaucoup de situations particulières à gérer. Ce qui fait qu'en bout de ligne, je dirais, la charge de travail a changé. Ce à quoi tu fais référence, Jannick, de dire, il y a des profs qui, malheureusement, des fois, on se demande pourquoi ils sont profs parce qu'ils n'aiment pas être en classe. Donc, peut-être eux autres qui aiment, je ne sais pas, transmettre leur savoir autrement, je ne sais pas. Mais je te dirais, c'est probablement une minorité comme on retrouve dans tous les milieux de travail. Okay. Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement à leur place. Puis dans l'enseignement, bien, quand les gens ils ont leur permanence, il n'y a pas d'incitation à quitter pour dire « je ne suis pas à ma place, je vais changer d'endroit. » Oui, ça devient une zone de confort. Puis à un moment donné, il y a quand même beaucoup d'avantages. Mais tu sais, vous en faites pas. Il y en a en enseignement. Moi, j'ai d'ex-collègues dans les médias qui me disent je fais l'émission du matin de chez nous, j'espère que je ne retournerai jamais en studio. Alors que moi, je ne peux pas m'imaginer animer une émission de radio où tu n'as pas tout le monde autour de la table. Tu sais, la chimie n'est pas la même. Je trouve que l'interaction, quand les auditeurs nous parlent de la complicité, ça n'a rien à voir à distance. Je trouve que pas qu'il y ait une forme de paresse, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu faisais dans le monde des médias? Qu'est-ce que tu faisais sur un show du matin? Si chacun veut faire ça de chez eux, je trouve ça un peu douteux. À court terme, je comprends, mais je trouve ça il y a beaucoup de gens aussi là, qui apprécient le télétravail parce qu'ils n'ont plus de déplacement. C'est incroyable quand tu commences à questionner les gens, combien de gens se mettent des horaires, une lourdeur dans leur horaire, par exemple, en habitant à Magog puis en travaillant à Sherbrooke. C'est pas loin. Mais quand tu dois faire ça tous les matins, ça devient une lourdeur. Puis là, tu dis, hey, c'est le fun de rester chez nous 5 minutes après, je suis en classe ou tout ça. Je pense qu'il y a de ça. Comme moi, j'habite à 2 minutes du cégep. Là, mais à Sherbrooke, en Estrie, on a moins cette problématique-là. Mais je peux parler des gens de Montréal parce que mes meilleurs amis habitent la Rive-Sud, travaillent à Montréal. J'ai une amie qui travaillait dans une tour à bureau. Elle y retournera probablement jamais. Elle a coupé 300 $ de frais de stationnement par mois. Première chose, elle a coupé 2 heures dans le trafic par jour. Elle a perdu 40 livres parce qu'elle a consacré ces heures-là à faire du jogging, à s'entraîner. Et là, je n'exagère pas, c'est plus la même personne.
elle rayonne et la productivité est encore plus là parce que ça se mesure dans le cadre de son travail. Puis vraiment, et les tours, je ne voudrais pas être propriétaire d'une tour à bureau à Montréal parce que là, vraiment, j'ai l'impression que beaucoup de gens, que ce soit des firmes d'avocats, comptables, peu importe, beaucoup de gens vont travailler en télétravail et ça va devenir un espèce de phénomène permanent, j'ai l'impression. Jonathan, du côté de l'Université de Montréal, est-ce qu'on vous a dit que c'était seulement la session d'automne 2020 qui allait être à distance ou on parle de l'année au complet? On ne sait pas encore, on n'a pas encore l'information, donc on va voir ça au cours de la session d'automne, justement, ce qui peut être difficile aussi pour certains étudiants qui doivent savoir s'ils prennent un bail ou s'ils viennent habiter à Montréal, des choses comme ça. Ça l'amène beaucoup d'enjeux. Puis justement, en rebondissant sur ce que tu disais, moi, je le remarque, le temps que j'économise en déplacement, en rencontres qui se font directement de mon bureau, qu'on peut entrer dans une rencontre, puis une minute après, changer dans une autre rencontre. C'est fou le temps qu'on économise, mais en même temps, ah oui, c'est ça, exactement. Je suis vraiment déchiré entre les deux parce qu'en même temps, je trouve que le contact humain, tout ce qu'on fait en présentiel, c'est tellement important aussi. Là, c'est déchirant comme choix. Bien, lorsqu'on s'implique, parce que je sais que tu t'impliques beaucoup, Hélène, comme conseillère, tu as assisté à des dizaines, pour ne pas dire des centaines de réunions de toutes sortes pendant 4 ans au moins. J'ai entendu des gens dire « Ouais, c'était le fun là, à distance, mais là, j'ai hâte de voir les gens. Là, moi, je représente telle association. J'ai hâte qu'on ait un CA en présentiel parce que c'est assez ordinaire. Là. À un moment donné, il y a une limite aux réunions Zoom, par exemple. Avez-vous l'impression, as-tu l'impression que ça va être appelé, les gens vont avoir besoin de se revoir, en fait, dans le cadre de ces réunions-là? Je crois que oui, mais peut-être qu'on va pouvoir garder un mélange des deux. Au lieu de peut-être là, se voir, je ne sais pas, toutes les 2 semaines, dépendamment de quelle était la fréquence des rencontres ou une fois par mois, bon, on peut se voir peut-être une fois par 3 mois, une fois par 4 mois, puis surtout quand la distance est en jeu, comme à Montréal, bien ça pourrait être le fun aussi parce que ça pourrait donner aux gens en région plus d'opportunités d'emploi là, différents. Tu sais, dans les régions, parfois, tu n'as pas un éventail d'emplois aussi large que quand on est à Montréal. Mais moi, je pense qu'on devrait faire un mélange des deux. Gardez ça. Bon. Des fois, si ça ne m'adonne pas d'aller à Montréal pour une rencontre, regarde, je la fais par Zoom, puis il n'y a personne qui va exiger que tout le monde soit en Zoom, puis il n'y a personne non plus qui va s'offusquer puis qui va dire Hélène ne veut pas nous voir. Tu sais, tu dis, tu ne le fais pas tout le temps, mais quand ça donne ou quand c'est préférable, ben là, tu le fais. En enseignement, tu as mentionné tout à l'heure l'espèce de formule hybride. C'est une expression qu'on va entendre, mais je pense que ça aussi, ça va devenir permanent dans le sens où on va être capable d'alterner entre des blocs en présentiel, des blocs à distance. Comme enseignante, comment tu vois ça? On peut devenir efficace de cette façon-là parce qu'on a au moins une partie en présentiel? Oui, c'est ça. Mais pour devenir efficace, je pense que ça va prendre un peu de temps pour nous comprendre la mécanique de comment tu enseignes à distance. Là. Comment tu fais pour faire, je ne sais pas, à distance une activité quand tu n'es pas là, mettons, pour guider les étudiants en passant d'un groupe à l'autre, par exemple, et avoir plus d'idées des différents outils qu'on peut utiliser. Donc, oui, peut-être un mix, mais présentement, moi, si je peux faire tout en présentiel, c'est encore ce que je choisirais. Mais peut-être que Jonathan peut dire que, je ne sais pas, les étudiants, ils aimeraient peut-être ça, un cours sur 3, être à distance. Mais là, c'est sûr que ce qui nous bloque en ce moment, ce qui fait qu'on n'a pas le choix d'y aller avec les 2 propositions, les 2 scénarios, c'est qu'on ne peut pas avoir tous nos étudiants dans la classe en même temps. Non, voilà. On peut avoir un demi-groupe à peu près. C'est sûr que là, c'est dicté beaucoup par la santé publique. Et je prends ce que tu m'as dit tout à l'heure, Jonathan. Tu n'as pas pris d'appartement à Montréal. Il y a une économie qui est quand même importante là, parce qu'un appartement à Montréal, au départ, c'est excessivement dispendieux, même si tu as des colocs ou il y a des façons de s'arranger ou une chambre. Pour toi, il y a un aspect quand même monétaire qui est intéressant, là. Oui, exactement. Il y a un aspect monétaire qui est intéressant. Puis en plus, moi, tous mes cours cette session-ci devaient se donner de soir. Puis moi, je suis quelqu'un qui se couche très tôt.
Donc, le temps de finir le cours, de retourner à la maison, tout ça, je me serais couché à minuit. Puis ça a un impact sur la santé aussi. Ça a un impact sur la santé physique et psychologique aussi, là, quand même important. Je suis vraiment déchiré entre les deux parce qu'en même temps, il y a des situations où ça peut être tellement bénéfique de suivre le cours à distance, mais en même temps, il y a des situations où, si c'est offert, l'étudiant pourrait être tenté de prendre un cours à distance alors que ce n'est pas du tout bénéfique pour lui, puis alors que peut-être que l'étudiant ne le sait même pas, mais il manque un aspect important de sa formation. C'est quand même un choix, des choix qui vont être assez difficiles à faire pour le post-pandémie. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'enseignement? Il y a beaucoup d'enjeux. Oui, et ça, il y a un autre aspect intéressant aussi. Nos campus vont avoir l'air de quoi à un moment donné? Ça va être quoi la raison d'être de nos campus? On aime ça se retrouver là. Moi, je me rappelle où je vais visiter Bishop à l'occasion. Je suis jamais allé là, mais mon Dieu, je trouve ça beau. L'Université de Sherbrooke aussi, on met énormément de sous pour avoir un beau campus, puis on aime les campus universitaires. Mais si tout le monde est à distance, à un moment donné, la raison d'être, d'entretien de tout ça, ça va avoir l'air de quoi? C'est un peu particulier, ça. Il y a une partie de l'âme qui va disparaître. Ça ne peut pas faire autrement. Puis, peut-être que tout le phénomène à distance, c'est peut-être plus facile à l'université. Le jeune, il sait plus ce qu'il veut faire là. Là, Jonathan, il a choisi, c'est avocat qu'il veut faire, il fait du droit. Avocat ou notaire, là, je ne sais pas. Mais... Ben lui, en fait, il ne sait pas encore, mais il va finir en business. Là, je ne sais pas. En tout cas, ça va y servir, mais moi, je le sais. Là. En tout cas, c'est pas grave. Là. Mais au cégep, c'est très exploratoire. Hein? Si tu es dans le pré-universitaire, tu t'en vas là pour explorer. Tu vas faire de l'économie peut-être pour la première fois de ta vie, de la socio pour la première fois de ta vie, de la psycho. Si tu es en sciences, tu vas faire de la chimie, de la physique mécanique, de la physique, là, j'essaie de me rappeler là, celle là, où on apprend plus la lumière et toutes ces choses-là. Donc, c'est une étape exploratoire. En fait, là, je pense que le fait d'être sur place avec des gens, à proximité des enseignants aussi, pour moi, je pense que ça peut faire une différence parce que tu explores. Fait que le plus de contacts que tu vas faire, le plus de rencontres que tu vas faire, je pense que ça va t'aider à procéder à ton choix. Une fois à l'université, là, tu connais ton objectif puis tu veux y arriver vite. Puis tu ne veux pas trop perdre de temps. Puis donc, ça peut être commode, comme tout à l'heure, Jonathan disait, ben moi, je le fais selon l'horaire qui me convient, selon moi, comment je fonctionne. J'économise un appartement, ça, c'est super intéressant, surtout qu'on sait qu'à Montréal, le prix des logements, et même se trouver un logement, s'en trouver un, c'est extrêmement difficile. Ouais. Donc, il y a ces avantages-là, puis peut-être comme le jeune, il sait plus ce qu'il veut, il y a une maturité, un sérieux, que peut-être on retrouve un peu moins au cégep dans les premières années. Fait que ça aussi, c'est une différence. Puis même comme dans les outils utilisés, comme on est au cégep, nous, souvent, on demande aux enseignants de ne pas faire de l'enseignement à distance synchrone. Ça veut dire que tout le monde est là. Par exemple, on se dit, à telle heure, on va faire une classe Zoom, tout le monde va être là. On nous demande de restreindre ce genre d'activité-là. Mais on demande quoi? D'offrir des plages horaires différentes? Non, c'est parce qu'on tient compte de la réalité qu'au cégep, parfois, le jeune n'a pas son ordinateur. Le cégep va en passer, le cégep essaie d'accommoder. Mais par contre, par exemple, on pourrait penser qu'il y a un parent qui travaille à la maison. Hélène Dauphinet donne son cours de 8h30 à 10h30. Mais l'ordinateur est occupé à la maison. Oui, c'est ça, okay. Exactement. Ah, on ne pense pas à ces choses-là, mais qu'est-ce que tu dois faire à ce moment-là? Donner parfois le soir, parfois le matin, parfois? Non, c'est que tu comme enregistres ton cours puis tu le déposes. Ou bien tu prends une autre façon qu'un cours filmé, que de me filmer en train de donner un cours. Puis comme je disais tout à l'heure, souvent au cégep, on va avoir des cours de 3 heures. Tu ne feras pas un Zoom de 3 heures que tu vas aller déposer. C'est OK. Un peu difficile. Alors là, depuis tantôt, je t'entends, puis vous apprenez vraiment sur le tas. Vous êtes en train de développer la méthode de travail. C'est ça que je te disais tout à l'heure. On est formés, nous. Ouais. Que je disais à tout le monde, là, on est formés, nous, pour enseigner en présence. Tu sais, les outils qu'on utilise, le matériel qu'on a développé, parce que tu développes à chaque année du nouveau matériel, c'est fait pour, quand on est en présence, là, tout à coup, tu dis,
faut que tu développes du nouveau matériel pour être à distance. Puis, on a des contraintes, plus qu'à l'université. Comme je dis, moi, j'ai entendu qu'il y a des universités, des fois, il y a des cours synchrones. Tout le monde est là en même temps. Tu n'as pas le choix, c'est à cette heure-là. C'est ça. Alors que nous, on dit, faites attention. Puis par équité pour les étudiants, je le comprends. Tu ne veux pas pénaliser un étudiant, par exemple, qui n'a pas accès à un ordi ou moins, mais ça nous met beaucoup de contraintes. Jonathan, si tu remets ton chapeau de responsable de l'association étudiante au Cégep à l'époque où tu occupais des fonctions, ce qu'Hélène vient de dire, des jeunes qui ne savent pas, il y en a en tremplin deck, on est vraiment dans une phase exploratoire. Est-ce que c'est vrai que ça se prête moins, l'enseignement à distance, à ce moment-là? Oui, je suis tout à fait d'accord. Puis aussi, il faut se rappeler que c'est une transition entre le secondaire et l'université quand même aussi. Hein. C'est vraiment une phase où on apprend à étudier, on apprend toutes sortes de choses. Puis c'est une phase aussi où on peut rencontrer des enseignants, par exemple, qui sont marquants pour la suite de notre parcours scolaire, qui nous inspirent, avec qui on discute dans les cours et tout ça. Donc, quand c'est à distance, oui, on peut parler avec les enseignants, mais c'est jamais pareil. Ça ne se prête pas vraiment aux conversations informelles. Moi, je trouve qu'au Cégep, c'est vraiment important l'enseignement en présentiel. Peut-être qu'il pourrait y avoir, par exemple, 1 heure sur 5 dans un cours qui soit offerte à distance pour initier les gens à ça, pour rendre les choses plus faciles pour tout le monde, par exemple. Mais je pense que c'est important que ce soit majoritairement présentiel. Et particulièrement pour les étudiants de première année, parce que là, certains n'ont même pas... Il y a des gens qui vont entrer au Cégep. Ça fait 6 mois qu'ils sont pas allés à l'école. En septembre, ça va faire 6 mois parce qu'ils ont arrêté au secondaire. Ils ont passé leur secondaire 5 par défaut, on va le dire. Ils ont eu un bal virtuel, etc. Mais là, ils entrent au Cégep avec pratiquement juste 4 ans et demi de secondaire. Moi, je me souviens quand je suis entré au Cégep, là, on est vraiment dans une autre ligue à ce moment-là. Là. Tu dois t'auto-discipliner. Si tu ne vas pas au cours, il n'y a personne qui va appeler tes parents au Cégep. Là. Ça ne fonctionne plus comme ça, mais il faut quand même un peu d'encadrement pour la première année parce que tout est à découvrir. C'est des cours qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on suivait au secondaire, en fait. Oui, bien exactement. Puis il y a plus justement d'encadrement au Cégep, puis c'est ce que ça permet d'avoir plus d'encadrement qu'à l'université. Puis c'est pour ça que je pense que le présentiel a encore vraiment ses vertus là-bas. Puis c'est aussi un endroit de découverte. Il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui changent de programme au cours de leur parcours, qui font toutes sortes de choses. Donc je pense que c'est quand même c'est encore vraiment pertinent. Puis même à l'université, bien que ce soit plus facile à l'université déjà. De faire les choses à distance. Et il faut dire, comme responsable de l'association étudiante, le nombre d'étudiants qui allaient vous voir pour soit des problèmes de budget, ou divers problèmes, mais là, si tu n'es plus au Cégep, à qui tu t'accroches? Tu peux te raccrocher à qui? Alors, c'est un autre aspect aussi qui est... Mais je veux peut-être amener certains éléments. Au Cégep de Sherbrooke, en tout cas, on est très sensibilisé au fait que pour les premières années, les professeurs qui vont enseigner aux premières années, il faut qu'ils qu'ils essaient de faire le plus de présentiel possible, si on veut, puis qu'ils portent une attention particulière au fait que ce sont des étudiants de première année. Puis cette année, bien, la marche entre le secondaire puis le collégial est un petit peu plus haute que les autres années pour, disons, peut-être une majorité d'étudiants. Après ça, comme tout à l'heure, Jonathan disait, on a beaucoup de ressources qui sont mises dans l'encadrement. Donc, oui, ton enseignant fait de l'encadrement avec toi. Tu peux venir le voir, poser des questions, travailler certaines portions de matière, avoir de la rétroaction, par exemple, personnelle sur ton examen, peu importe, là. Mais on a aussi des ressources qui sont, à côté de ça, dédiées à l'encadrement des étudiants. Puis ça, je ne sais pas si les étudiants le savent, mais ça se poursuit même quand c'est à distance. Donc, les façons de faire vont être différentes. Peut-être qu'au lieu d'aller t'asseoir avec le responsable de l'encadrement dans son bureau, mais tu vas faire un Zoom ou un Team avec... mais là, tu vas le voir. Pardon? Est-ce que tu vas le voir? Mettons que tu cliques pour quelqu'un qui peut te faire arranger ton horaire, par exemple. Tu sais, tu as un cours à modifier, c'est le début de la session. Ah, ça, c'est des API là, qu'on appelle les aides... je ne sais pas, je ne me rappelle pas, j'ai comme un blanc. Aide pédagogique? Individuelle. Oui, individuelle, c'est ça. Donc, chaque étudiant a un API.
Ça c'est autre chose. Moi, je parle plus de le jeune qui rencontre des difficultés, là. Il a de la misère, là, il n'est jamais prêt quand le temps de remettre son travail arrive. Ouais. Tant qu'il sort du cours et il n'a rien compris, il en a parlé avec son prof, mais c'est le même dans tous les cours. Donc, il voit qu'il y a une difficulté là, autre que reliée à la matière, si on veut. Mais ça aussi, les étudiants, ils l'oublient. Puis comme j'ai autant des fois en classe, il y en a qui ne s'expriment pas beaucoup. Quand on a fait l'enseignement à distance à l'autre session, bien, il y a des gens qui ont terminé la session, ils ont eu des problèmes. Puis là, ils disaient, ouais, mais on faisait des laboratoires informatiques. On apprenait Excel, ce qui est un super bel outil à apprendre. Oui. Mais il y en a qui disaient à la fin, j'avais pas accès à Excel. Oui, mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé, là? Pourquoi tu ne m'as pas contacté? On a eu 8 semaines là, à distance. Tu ne m'as pas contacté. Par chance, alors là, l'étudiant va avoir son bout à faire aussi, là. Oui, puis il ne faut pas avoir peur de demander. Il y a beaucoup d'enseignants qui même ont pris le téléphone, ce qu'habituellement on ne fait pas beaucoup. Mais là, on était à distance. Fait que des fois, quand ça ne fonctionnait pas, ben regarde, appelle-moi ou je vais t'appeler, là. Puis, on va régler le problème avec l'ordinateur. Qu'est-ce que tu rencontres comme problème ou quelque chose. Puis, il y a quelques étudiants, je te dirais, ce n'est pas la majorité, mais tu as des étudiants qui auraient eu avantage à faire appel à ces ressources-là. Puis ces ressources-là, elles vont y être aussi à l'automne. Si moi, je ne peux pas régler le problème informatique de mon étudiant ou mon étudiante... Il y a un support qui va pouvoir aider. Oui, on a des spécialistes au cégep. C'est important ce que tu viens de dire là, parce que j'entendais Jonathan dire en début d'émission, ce qui va être important, c'est que le plus de gens possible poursuivent leurs études. Et là, il y a une grosse inquiétude actuellement, qui est le décrochage scolaire, qui est une préoccupation depuis longtemps. Mais on dirait qu'avec la COVID, ça a multiplié par 5 l'inquiétude quant au décrochage. Je ne sais pas, Jonathan, c'est sûr que des étudiants en droit, probablement que leur idée est faite, mais c'est tentant à un moment donné, si les cours à distance ne te conviennent pas, si la façon de fonctionner ne te convient pas, d'aller travailler. Oui, certainement. Puis, il y a beaucoup de gens aussi qui les raccrochent à leur programme d'études. Des fois, c'est leurs amis qui voient, c'est la vie qui se font sur le campus, leurs enseignants. Donc, c'est sûr que jumelé aux difficultés scolaires plus grandes peuvent être rencontrées, jumelé à tout ça, c'est sûr que la tentation peut être grande, effectivement, d'aller travailler ou d'abandonner les études ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment un enjeu important. Ouais. Cet été, j'ai rencontré des parents qui me disaient si mon jeune il dit qu'il veut prendre une pause de ses études à cause de la COVID, on ne lui donnera pas de trouble. T'sais, on ne l'incitera pas à dire non, continue tout ça. Il y a des jeunes qui ont peur de l'attraper comme des adultes. Je parle à des profs, puis il y en a qui ont peur d'attraper le COVID en allant enseigner en classe. Fait qu'il y a des jeunes qui ont peur de ça. Puis, comme je dis, c'est tout le plaisir là, au cégep aussi. Puis même l'expérience universitaire, moi, je me rappelle, j'en ai parlé à mes enfants depuis qu'ils étaient petits. On a eu tellement de plaisir à aller à l'université, apprendre des choses, côtoyer des gens qui avaient des backgrounds tout à fait différents de toi, qui venaient des villes différentes. De régions différentes. Pardon? De régions différentes. Oui, à l'Université de Sherbrooke, on a des gens de partout au Québec. Oui. Et même d'un peu partout dans le monde aussi maintenant, parce qu'on côtoie des gens de partout sur la planète. Hey, Hélène, dis-moi, tu as eu des problèmes de santé il y a quelques années. Le COVID, ça t'inquiète pas un peu d'aller en classe, enseigner le système immunitaire? Non, pas du tout, parce que j'ai pas de problème au niveau de mon système immunitaire. Tu sais, tout à l'heure, je te disais, je suis guérie jusqu'à preuve du contraire. Fait que non, honnêtement, j'ai pas de crainte face à ça. Puis même, malgré mon âge, je suis pas dans les groupes les plus à risque, mais on sait que plus on prend de l'âge, plus peut-être que les conséquences peuvent être néfastes. Mais non, j'ai... ça va bien. Jonathan, êtes-vous invincible? Les jeunes, on commence à parler de jeunes qui ont le COVID aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète dans ton cercle d'amis, chez vous? Je pense que ça varie beaucoup selon les gens. C'est sûr que là, on commence à voir qu'il y a des gens, par exemple, qui peuvent perdre l'odorat des fois pour plusieurs mois, qu'on ne sait pas si ça va revenir. Donc, c'est sûr qu'il y a
très peu de décès chez les jeunes, mais il y a quand même, il y a quand même des gens qui vivent des conséquences sérieuses. Il y a des symptômes. C'est ça, exactement. Puis, mais je pense que les mesures qui sont prises sont bonnes, sont rigoureuses dans les universités en général. Puis, à un moment donné, je pense que tout le monde, je pense pas qu'il y a beaucoup de jeunes qui restent chez eux confinés depuis 4 mois. Avec toutes les mesures, tout le monde continue à aller faire l'épicerie, à voir les amis, tout ça. Donc, aller à l'université, c'est pas tant différent avec les mesures qui sont prises. J'ai vu que tu avais pris des vacances. Tu es allé faire du camping, entre autres. Jonathan, comment ça s'est passé? Ça a bien été? Oui, bien, ça a bien été. Justement, on est allé à l'endroit où il n'y aurait pas pu avoir moins d'humains, moins de gens qu'à cet endroit-là où on est allé. On est allé à Réserve faunique de la Vérandrie, dans le nord des Laurentides, faire du canot camping avec des amis. Donc, on a croisé, je pense, une personne pendant tout notre trajet en canot-kayak. Donc, il n'y avait pas plus isolé que ça. On n'aurait pas pu respecter plus les consignes sanitaires avec ces vacances-là. Ah, bien, c'est excellent. Hélène, qui est une voyageuse habituellement, qui est allée un petit peu partout, mais là, ça doit avoir été le bout difficile cet été, hein? Ah oui, ça m'a fait très mal au cœur, je dois le dire, là, si je veux être honnête. Puis, j'ai quand même été plusieurs années sans voyager. Fait que là, je me disais, je suis dans une période de ma vie où je peux le faire. Donc, écoute, ce n'est que partie remise. Là, on a eu un superbe été. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dehors, là, pas en canot camping, pas à ce point-là, mais j'ai marché beaucoup. J'ai un jardin qui est superbe. On a soupé dehors plusieurs soirs, puis encore ces jours-ci, là. Donc, je ne peux pas vraiment me plaindre, mais j'ai hâte qu'on puisse reprendre les voyages. Bon, on a assez parlé de la rentrée scolaire. Je veux qu'on parle un peu de politique. Tu viens de mentionner, Hélène, que tu marchais beaucoup. Tu dois marcher un peu dans ton quartier. Oui, c'est sûr. Parce que j'aime bien pas avoir besoin de mon automobile. Fait que quand je vais marcher, je sors de chez moi. Je demeure aussi près du Marais, à Carbonneau, près du sentier de l'Estrie qui va jusqu'à Beauvoir, jusqu'au parc de Bonheur. Puis oui, je marche dans mon quartier, dans le parc Victoria. Le Marais Réal Carbonneau. Alors, je parle aux gens là, de l'extérieur. Si vous avez un jour l'occasion de venir à Sherbrooke, allez là. C'est vraiment magnifique. Moi, je vais beaucoup me ressourcer à cet endroit-là. C'est beau en toute saison. J'aime ça voir les 4 saisons au Marais. C'est vraiment un superbe endroit. Dis-moi, est-ce qu'il y a des gens qui t'interpellent encore parce qu'on connaît Hélène Dauphinet, la conseillère, mais on connaît la femme d'opinion également? Oui, c'est certain. Les premières années après que j'ai arrêté, les gens me questionnaient surtout sur ma santé. Les gens étaient vraiment gentils. Je pense qu'ils se préoccupaient de ce qui m'arrivait. Mais j'ai remarqué depuis peut-être 6 mois, dans le fond, pas mal avec le début de la COVID, là, les gens, je ne sais pas si le temps a passé, puis là, ils me voient, tout ça. Là, oui, les gens recommencent à me parler de politique. Là. Comme des fois, je croise des voisins qui jasent politique. Là. Hey, Hélène, viens, on va poser une question ou quelque chose comme ça. Là. Fait que oui, là, ça revient plus là, dans les discussions. Comment vous avez trouvé, je me retourne vers Jonathan parce que Jonathan, tu as été impliqué, membre du Conseil jeunesse de Marie-Claude Bibeau. Je sais que tu as travaillé avec Guillaume Rousseau lorsqu'il s'est porté candidat aux dernières élections provinciales pour le Parti québécois dans Sherbrooke. Alors, tu es un gars qui aime s'impliquer, qui s'informe. Comment tu as trouvé, Jonathan, la gestion de la crise actuelle, que ce soit au provincial, mais je veux vous entendre sur le municipal parce que vous êtes des citoyens de Sherbrooke aussi. Là. Oui, exactement. Je pense que les citoyens ont pu apprendre à voir le rôle du politique aussi beaucoup pendant cette crise-là. On a tellement vu, tant au fédéral qu'au provincial, on a tellement vu les politiciens, les décisions qu'ils prenaient qui avaient un impact imminent sur la vie des gens. Les gens qui attendaient, par exemple, de savoir si elle allait admissible à la PCU pour payer leur épicerie, des choses comme ça. Je pense que ça a fait beaucoup réaliser aux gens l'importance de la chose politique. Puis ça, je pense que c'est une bonne chose au niveau provincial, au niveau fédéral. Au niveau municipal, ça a quand même été plus tranquille, bien qu'il y ait quand même eu des événements qui se sont produits. Justement, on a hâte de voir si le conseil municipal va être réouvert à nouveau aux citoyens, qu'est-ce qui va se passer avec ça.
Mais je pense justement que la démocratie municipale, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en personne pour certains citoyens, puis après, ça se transporte dans les journaux. Donc, ça va entraîner beaucoup de questions. Par exemple, on pouvait poser des questions en ligne, toutes sortes de choses, je pense, qui vont être définies par rapport à ça. Oui, bien, je parlais à un conseiller municipal d'une autre ville parce que, tu sais, j'ai des étudiants d'un peu partout, puis ils me disaient, on a pris la décision de poursuivre sur Zoom les réunions parce qu'on a un conseil municipal âgé, des gens qui sont à risque. On le sait à quel point, dans beaucoup de municipalités, ce sont des retraités qui ont des postes de conseillers, conseillères pour une raison très simple, c'est que ça gruge énormément de temps. Et des gens sur le marché du travail ont parfois de la difficulté. Peut-être pas dans les grandes villes où tu es bien payé pour être conseiller, mais dans de plus petites villes. Et c'est vrai, pour aller dans des réunions, ce sont beaucoup de retraités. Hélène, comment tu as trouvé la gestion? Comment tu as trouvé le travail du politique à Sherbrooke depuis le 13 mars? Bien, écoute, le politique à Sherbrooke, eux, ils mettent plus en application, dans le fond, ce que le provincial va passer comme règlement, puis la même chose de la part du fédéral. Fait que c'est plus comment je peux dire, c'est moins décisionnel, c'est plus dans l'application. Ceci étant dit, c'est sûr que la COVID a un impact sur les finances de la ville de Sherbrooke. Hein? Ils ont reporté des paiements de taxes, ils ont continué à donner certaines subventions, etc., ce qui fait en sorte que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en janvier, je crois, là, la nouvelle directrice des finances de la ville de Sherbrooke avait dit que la situation financière de la ville est intenable. Bien là, avec la COVID... Ça ne s'est pas amélioré, là. Ça ne s'est pas amélioré. Là, il y a eu une baisse des marchés boursiers, ça a remonté un peu. Là, j'aimerais ça voir l'état des régimes de retraite. Hein? Est-ce que il y a un surplus actuariel ou non, etc. Ouais. Ça aussi, ça s'en vient. Les enjeux là, pour le municipal, ils s'en viennent. S'ils pensent que le plus gros des enjeux est passé, non. Je pense qu'ils se trompent. Les enjeux s'en viennent. Parce que là, il faut préciser que nos employés municipaux ont des fonds de pension à prestations déterminées. Que la bourse s'effondre ou pas, ça ne changera rien à leur fonds de pension. La différence, c'est qu'on va devoir renflouer les fonds de pension. Ça a un peu changé au cours des dernières années quand même. Bien, tu sais, quand je suis arrivée à mon mandat là, en 2013 de mémoire, M. Moreau Pierre Moreau avait amené un changement au niveau des régimes de retraite, ce qui fait que maintenant, pour la portion du régime de retraite qui a cours depuis cette année-là, autant les employés que l'employeur sont responsables du déficit. Okay. Fait que, ce qui veut dire que pour une partie de leur fonds de pension, maintenant, ils doivent partager le risque avec la ville. Pour ce qui est du passé, c'est pas le cas, c'est encore la ville qui en est responsable. On transfère combien d'argent par année dans le budget, Hélène, pour renflouer le fonds de pension d'avant? C'était quoi, 10 millions par année? C'est ça, c'est parce que la difficulté pour dire ça, c'est parce qu'à un moment donné, la ville a dit plutôt que de mettre un montant chaque année, on va mettre un gros montant d'argent, puis je pense qu'ils avaient mis quelque chose comme 40 millions. Ils ont emprunté pour ensuite rembourser. C'est ça. Fait que ça dépend à chaque fois que l'évaluation actuarielle est faite aux 3 ans, bien, c'est ça qui détermine ce que tu dois remettre dans le fond, dans le régime de retraite. Si tu dois en remettre, s'il n'y a pas de déficit, bien là, les bourses avec la baisse, on a quand même récupéré. Ouais. Mais je ne pense pas qu'on a récupéré 100% et je ne pense pas qu'on est au bout de nos peines avec la bourse. Là. On a toujours une épée au-dessus de la tête, effectivement, là, parce que je pense que le pire n'est peut-être pas passé. Des entreprises vont fermer. On a une espèce d'accalmie cet été, mais qui ne durera peut-être pas. Oui, bien, le gouvernement fédéral, principalement, a injecté beaucoup d'argent dans le système. Là. 12 000 $ de PCU, les subventions salariales aux entreprises, tout ça. Fait que là, il y a encore beaucoup d'argent qui circule. Quand ces programmes-là vont prendre fin, parce qu'un jour, ils va falloir prendre fin, quoique on voit qu'on étire quand même beaucoup l'élastique, mais quand ces programmes-là vont prendre fin, ben c'est là qu'on va voir là, comment l'économie va atterrir. D'un autre côté, par contre, l'économie était en bonne santé avant.
Donc là, ça va être plus pour les gens qui ont perdu leurs revenus. Est-ce qu'ils ont les moyens d'être une couple de semaines pour Ouais, c'est difficile. d'être capable de ne pas faire faillite avant de se retrouver un nouvel emploi? Par exemple, si une petite PME ferme puis tout ça. Ouais. Le taux de Moi, je chômage. pensais que les vertus de l'épargne, on les vanterait un petit peu plus. Là, quand la COVID a commencé, bon, on n'entend même pas parler de ça. Non, Ça se donne une petite sécurité d'être capable de tenir le fort. c'est un peu décevant. Ben, là, on a un jeune homme qui est très responsable, hein, je dois dire, parce que Jonathan avait une voiture avant même d'avoir son permis. Il a créé une entreprise où il loue des voitures. Maintenant, c'est pour ça que je dis qu'il va être en affaires. Lui, ses actifs restent pas inactifs. En tout cas, il s'arrange pour faire de l'argent avec. D'ailleurs, j'ai voulu louer une voiture, même il n'y en avait même plus disponible. Là, tout était occupé. Jonathan, la perspective d'avenir pour les jeunes, on sait que quand les taux de chômage montent beaucoup, c'est toujours les jeunes qui écopent. Habituellement, c'est les 18-25 où le taux de chômage est vraiment élevé. Est-ce que c'est inquiétant pour toi, ça? Oui, bien, je pense, évidemment, ça dépend beaucoup des domaines d'études et tout. Mais je pense que oui, ça peut inquiéter beaucoup de jeunes. J'espère que ça va permettre de motiver davantage de gens peut-être à faire plus d'études postsecondaires ou à se spécialiser davantage. Mais il y a aussi des inquiétudes qui sont concrètes, comme par exemple, à l'Université de Sherbrooke, il y a beaucoup de stages. Bien, il y a beaucoup d'étudiants qui n'arrivent pas à se trouver de stage en ce moment pour les stages coopératifs. Puis ça, des fois, c'est un atout très important. Des gens qui s'étaient déplacés à Sherbrooke pour les stages, puis là, ils n'arrivent pas à s'en trouver. Les stages ne sont pas de la même qualité. Donc, c'est sûr que ça cause des inquiétudes, non seulement pour la carrière, mais dès maintenant, concrètement, il y a des enjeux. C'est un aspect, tu amènes un point tellement important parce que l'Université de Sherbrooke est reconnue à travers la province de Québec pour son régime coopératif. Moi, je vais un peu partout et on me parle de ça. Quand on parle de l'Université de Sherbrooke, c'est pour les régimes coopératifs où tu es rémunéré pour faire des stages. Mais là, tu te butes à des entreprises qui prenaient des stagiaires, mais là, qui luttent pour leur survie. Alors, c'est loin dans leurs priorités et ça va devenir un réel problème. Est-ce qu'on a commencé à vous préparer à ça à l'université? Et moi, personnellement, je suis dans un domaine où on est peut-être un peu moins affecté par ça parce que les cabinets d'avocats, en tout cas les grands cabinets, ont autant de travail, sinon plus, en ce moment. Donc, c'est un peu moins un domaine où on est affecté. Mais je pense aux gens, par exemple, qui sont au bac en administration, où j'étudie encore un petit peu. Ça, c'est un domaine où il y avait beaucoup de stages, puis où les stages deviennent plus rares. Puis je pense que peut-être qu'il y a des gens qui vont se tourner davantage vers la maîtrise après si ces gens-là se réalisent qu'après le bac, finalement, il y a moins d'opportunités que c'était prévu. Peut-être que des gens vont se réorienter dans des carrières qui sont plus en demande. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choix qui vont être à faire. Puis on n'en parle pas justement beaucoup encore. C'est pas quelque chose dont les étudiants parlent beaucoup ou sont beaucoup sensibilisés, comme tantôt Hélène parlait de l'épargne. C'est tous des enjeux qu'en ce moment, ils sont peut-être un petit peu occultés par le nombre de cas quotidiens ou des choses comme ça, mais qui vont revenir à l'ordre du jour bientôt, certainement. Bien, comme économiste, Hélène, c'est qu'à un moment donné, on va probablement voir apparaître une nouvelle taxe d'épargne forcée en cas en prévision de la prochaine pandémie, parce que là, le gouvernement ne pourra pas, encore une fois, repomper à des centaines de milliards là, dans l'économie. On a créé une économie artificielle. C'était peut-être la chose à faire, mais on ne pourra pas répéter ça éternellement. Non. Puis si on le répète, j'espère qu'on va mettre un petit peu plus de contraintes que ce qu'on a vu là où il y a des gens, pas qui profitent du système, là, mais qui n'auraient pas besoin de l'aide du gouvernement et qui en reçoivent. Là. Fait que si jamais cette affaire... Oui, puis quand on intervient trop en mettant trop d'argent dans le système, le risque, c'est de voir partir l'inflation à la hausse aussi. Fait que moi, c'est sûr là, que j'ai les yeux là-dessus pour les prochaines semaines. Cependant, comme je dis, ce qui aide à avoir confiance, c'est de dire que l'économie était en santé avant. Ouais. Puis, c'est sûr qu'il y a beaucoup de commerces peut-être qui vivaient du fait que les gens dépensaient beaucoup au restaurant, dans des petits produits nichés. Je pense qu'eux autres, peut-être, vont avoir un petit peu plus de difficultés que peut-être le secteur manufacturier, etc. Et là, je pense que durant la COVID, il y a beaucoup de gens qui ont vu que s'ils changeaient leur comportement juste un peu,
tout à coup, hey, de l'argent, il y en a. Ils en gagnent de l'argent. Mais c'est parce qu'ils en dépensent qu'il n'y en avait pas. Là. Peut-être les gens limitent les Mais sorties on au s'est rendu restaurant. compte que sauter un resto de temps en temps, c'était pas la fin du monde aussi. Exact. Et je connais des restaurateurs, je sympathise, mais effectivement, le dollar loisir, peut-être qu'on va le remettre un petit peu plus en question. Tout à fait, effectivement. Quoi qu'on voit qu'il y en a beaucoup qui l'ont juste changé de place, hein, qui ont fait des améliorations dans la maison, ben tiens, un spa ou tout ça. Fait que ça va être à suivre, ça va être intéressant à voir ce qui s'en vient. Mais c'est Ben, certain qu'il y a certaines préoccupations ou certaines problématiques là, qui risquent d'éclore là, dans les mois à venir. une chose est sûre, je vous souhaite une très bonne rentrée automne 2020, autant pour toi, Jonathan, à l'Université de Montréal et l'Université de Sherbrooke. Hélène, même chose au Cégep de Sherbrooke. S'il y a du nouveau, n'hésitez pas à m'en faire part. Je pense que ça a été très intéressant parce que on est un peu dans l'inconnu. On avance dans le brouillard encore parce que c'est une première rentrée de cette façon-là. Il va falloir se donner une chance, il va falloir que les étudiants se donnent une chance, le corps professoral. Et puis, tu sais, il émerge tout le temps de belles choses de ces épreuves-là. Il faut se le dire comme ça. Puis, pour être prof d'une école de communication, il y a eu des choses à modifier. Mais on est content de recommencer à enseigner parce que là, c'est moralement, à un moment donné, quand c'est ça ta raison d'être, ça devenait difficile. Et savez-vous quoi? J'ai donné 3 sessions cet été. Et je dois avoir entendu une centaine d'exposés oraux sur différents sujets et pas un exposé porté sur le COVID. Donc, j'ai l'impression que les gens sont plus là. Bien, pas qu'ils sont plus là, mais ils veulent parler d'autres choses. Ils ont besoin d'autres choses. On a une pensée pour nos artistes également, humoristes, chanteurs, etc., à qui on a enlevé carrément la possibilité, mais ils se sont produits dans des cinéparcs, etc. Et les gens, ils vont en masse parce qu'on a besoin de se divertir. Les cinémas ont réouvert. Je dois avoir vu 8 films depuis que c'est réouvert. J'ai invité mes étudiants. J'ai acheté 50 billets pour inviter mes étudiants et je les ai écoulés rapidement. Donc, je vous souhaite en tout cas de prendre du temps pour vous et de vivre une belle rentrée scolaire. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, Jannick. Merci. On se reparle une autre fois. Et à vous tous, je vous dis à plus tard pour un prochain épisode de Bienvenue chez Malo. Bye!